Donc, merci Emmanuel d'avoir pensé à donner la parole aux publicistes aussi, qui s'introduisent, qui s'initient dans ce colloque. Alors, j'ai pas choisi le libellé du sujet, hein, il a été confectionné par ma collègue. L'obligation de l'administration pénitentiaire de respecter la dignité des détenus devant le juge administratif. Donc, on comprend que l'obligation est pour les services pénitentiaires, mais elle sonne quand même comme une injonction faite au juge administratif. On voit bien que les organisateurs du colloque connaissent leur jurisprudence et sont instruits notamment de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France, comme nous le savons, en 2020 dans l'affaire JMB et autres, tant pour les conditions inhumaines et dégradantes de détention au sein de ces établissements pénitentiaires que pour la surpopulation carcérale structurelle et bien sûr aussi, ça c'est vraiment quelque chose d'important, le non-respect du droit à un recours effectif. Alors, la condamnation par la CEDH, par la Cour européenne des droits de l'homme, nous renvoie évidemment au questionnement du rôle du juge administratif. On avait en mémoire déjà l'avertissement d'un ancien président de la République devant le Congrès qui parlait à propos des conditions de détention de honte de la République. Alors, ce sont ces mots. Hein. On connaît aussi les multiples rapports nationaux et internationaux sur la question, des interpellations aussi. J'ai en mémoire l'ouvrage Choc du docteur Vasseur, médecin-chef santé en 2000, ou bien l'ouvrage d'Étienne Noël et Manuel Sanson, Du côté des détenus, un avocat contre l'État en 2015. On sait aussi l'activisme juridique des défenseurs des droits des détenus, je pense à la section française de l'Observatoire international des prisons, aux ordres des avocats, etc. On connaît le rôle du contrôleur, de la contrôleur général des lieux de privation de liberté ou du défenseur des droits. La question est complexe et les conditions de détention dépendent des moyens que l'État accepte de mobiliser pour garantir aux détenus le respect de leurs droits fondamentaux, à l'exception de la liberté d'aller et de venir. Alors, dans cet écheveau, dans cette complexité, quel est le rôle dévolu au juge administratif et qu'attend-on de lui? On pourrait a priori penser que l'exécution des sanctions pénales dépend du seul juge judiciaire et qu'il n'y a pas grand-chose d'administratif dans le traitement des détenus. Mais nous savons aussi, en tout cas depuis des décisions fameuses du tribunal des conflits de 1952, préfet de la Guyane, et en 1960, Fargeau des Pieds, que le juge administratif a été désigné compétent pour connaître de tout litige relatif à l'organisation du service public de la justice, donc du service public pénitentiaire. Coup de canif dans le principe de séparation des pouvoirs, comme nous incitait à y penser en son temps le doyen Vedel, à moins que l'on ait, comme l'a soutenu un ancien premier président de la Cour de cassation, donné une portée par trop générale à l'arrêt préfet de la Guyane qui, après tout, comme il nous l'expliquait, ne visait qu'à sanctionner les carences du ministre de la Justice lui-même. Quoi qu'il en soit, le juge judiciaire a été confiné aux actes et agissements non détachables de la marche même des services judiciaires, alors par exemple l'octroi, la révocation d'une liberté conditionnelle, permission de sortie, réduction de peine, etc., tandis que le juge administratif est devenu compétent pour connaître des actes qui sont sans relation avec les nécessités de l'instruction ou de l'application des peines et qui, parce qu'ils intéressent le fonctionnement du service administratif pénitentiaire, relèvent de sa compétence. Mais si le juge administratif est compétent, c'est pour exercer un contrôle juridictionnel. C'est bien là qu'on l'attend. Or, comme disait le conseiller d'État Mathias Guillaumard, le juge administratif est resté longtemps réticent à pénétrer dans l'univers carcéral. Réticent parce qu'il s'est longtemps déclaré incompétent pour connaître des mesures d'administration pénitentiaire, les fameuses mesures d'ordre intérieur,
L'essentiel était de ne pas entraver, on disait à l'époque, de ne pas énerver l'action des services pénitentiaires par des recours tatillons, par des recours de mauvaise foi de personnes déjà condamnées ou en attente de jugement, mais que la société rejette. Il a aussi opposé aux demandes de réparation des préjudices subis par les détenus le principe d'une faute lourde, l'établissement d'une faute lourde, autrement dit d'une faute manifeste, d'une particulière gravité. Mieux, qui s'imposa même aux yeux d'un observateur peu averti des règles de fonctionnement de l'administration pour engager la responsabilité de la puissance publique, autant dire pour ne pas l'engager. Et in fine, quand le législateur l'a doté de pouvoirs d'injonction, il est vrai assorti de conditions limitatives, il a utilisé ses prérogatives de telle sorte que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les détenus ne disposaient pas d'un véritable droit au recours effectif. Alors, qu'attend-on du juge administratif? Bien, au fond, on attend de lui qu'il se conforme à l'esprit de son temps, qu'il fasse sens avec la jurisprudence, il est vrai, téléologique de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il s'appuie sur les recommandations du ou de la contrôleur général, qu'il considère qu'au fond, le détenu est simplement privé de la liberté d'aller et de venir pour des raisons pénales, mais pas de ses droits fondamentaux qui restent attachés à l'essence même de l'homme, à l'essence de son humanité. Je vais alors vous livrer quelques réflexions sur le cheminement du juge administratif dans l'appréhension de l'univers carcéral. D'abord, et ce sera mon premier point, en revenant sur l'évolution de la jurisprudence administrative pour tenir compte des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai cité tout à l'heure le conseiller d'État Mathias Guillaumard, et il se plaisait à dire qu'en milieu carcéral, rien n'est véniel, ni sur le terrain des libertés, ni sur celui de l'ordre public. Le juge administratif a été amené, sous la pression des juges européens, à faire évoluer sa jurisprudence dans deux directions. D'abord, en renonçant à la fameuse théorie des mesures d'ordre intérieur, enfin, en tout cas pour l'essentiel, et ensuite en mettant en balance les nécessités tenant à l'ordre public avec le respect de la dignité due aux personnes privées de liberté. Première évolution, le renoncement aux mesures d'ordre intérieur. Jusqu'à une période récente, les pouvoirs publics ont traité les décisions de l'administration pénitentiaire comme des mesures internes à l'administration, censées ne pas faire grief, pour reprendre l'expression juridique, aux détenus, et insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, et a fortiori de recours de pleine juridiction, s'agissant de la réparation des conséquences de ces mesures. Au fond, elles n'étaient réputées ne rien changer à la situation de privation de liberté des usagers et répondaient aux nécessités de la sécurité et du bon ordre. La justification de ces mesures d'ordre intérieur s'affichait à travers une motivation laconique, elliptique du juge administratif, je cite, « telle mesure de l'administration pénitentiaire », et on avait toujours la même formule, constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, point. Cette situation était d'autant plus paradoxale que le tribunal des conflits désignait justement le juge administratif pour connaître de ces mesures touchant à l'organisation pénitentiaire. Mais il estimait, lui, ne pas devoir connaître de ces litiges. Paradoxal et surtout intenable à la lumière des jurisprudences de la CEDH, qui rappellent de façon récurrente qu'un détenu n'est pas déchu de ses droits garantis par la Convention du seul fait qu'il se trouve incarcéré, et qu'en tout état de cause, la Convention ne s'arrête pas aux portes des prisons. Le bloc des mesures d'ordre intérieur s'est donc fissuré, progressivement délité, l'arrêt Marie de 1995 constituant un point d'orgue de cette évolution. Toutefois, en tenant compte
de la gravité des effets d'une mesure sur le statut du détenu et sur ses conditions de détention, le Conseil d'État a ouvert un biais dangereux. Une mesure ne ferait grief au détenu qu'à partir d'un certain niveau de gravité de ses conséquences. On en est ainsi arrivé à cet arrêt du Conseil d'État de 2003, l'arrêt Frérot, à considérer qu'un placement en cellule disciplinaire n'excédant pas 2 jours, avec privation d'achat en cantine, privation de visite, privation d'activité, etc., n'est pas, je cite, eu égard à sa durée, à son caractère provisoire et conservatoire, une mesure disciplinaire, mais une simple mesure d'ordre intérieur. Cette jurisprudence byzantine, et qui avait surtout pour effet de réduire la portée de l'arrêt Marie à peu de choses, n'a pas survécu au coup de boutoir de la Cour européenne des droits de l'homme. La France, d'ailleurs, dans cette affaire Frérot, a fait l'objet d'une condamnation en 2007. Et le Conseil d'État a été amené à en tirer des conséquences en 2017, en précisant que l'atteinte à la dignité ne se mesure pas en temps et qu'elle ne saurait être écartée du seul fait de la seule durée de l'incarcération. Il reste encore, ainsi que le reconnaissait l'ancien vice-président du Conseil d'État Jean-Marc Sauvé, des zones de contrôle restreints en milieu pénitentiaire, par exemple le retrait d'un emploi à un détenu dans l'intérêt du service. Alors je dis bien dans l'intérêt du service, pas dans le cas d'une sanction. Par exemple, il n'y a plus assez d'activités ou de moyens budgétaires. Mais l'invocation d'une mesure d'ordre intérieur n'est plus irréfragable. Ainsi, le transfert d'un détenu entre 2 établissements de même nature est a priori une mesure d'ordre intérieur, mais si elle a pour conséquence d'éloigner le détenu de sa famille ou si elle met en cause le droit au maintien de ses liens familiaux, elle pourra faire l'objet d'un recours. Deuxième évolution de la jurisprudence administrative, le juge administratif doit mettre en balance les nécessités de l'ordre public avec le respect des droits fondamentaux du détenu. Ici encore, la Cour européenne des droits de l'homme a posé les conditions de la détention. Celle-ci ne saurait soumettre l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. C'est le fameux arrêt Kudla de la Cour européenne en 2000. Dès lors qu'un traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d'un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu'il suscite chez l'intéressé des sentiments de peur, d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et psychique, il tombe sous le coup de l'article 3 de la Convention et peut être qualifié de dégradé. J'ajoute que le fait que des mauvaises conditions subies par un détenu ne sont pas imputables à une intention de l'humilier ou de le rabaisser n'exclut pas une violation de l'article 3, affaire Perse contre Grèce en 2000. En France, le juge administratif exerce donc son plein contrôle, d'abord sur les mesures réglementaires qui régissent la détention. Alors on me dira que, certes, mais le juge du fond ne statue pas toujours dans des délais pertinents ou qui répondent aux exigences d'un examen diligent en cas d'allégation de mauvais traitement, diligent en tout cas au sens de la Convention européenne. Il exerce son contrôle entier aussi sur les mesures non disciplinaires, les fouilles, l'organisation du droit de visite, etc. Il a été en revanche plus réticent à exercer un contrôle normal des mesures disciplinaires et il s'est longtemps limité au contrôle de l'erreur manifeste, ce qu'on appelle le contrôle minimum. Cette position, évidemment, était assez critiquée. En 2015, dans un arrêt du Conseil d'État, la rapporteure publique Aurélie Bretonneau avait fait des conclusions assez virulentes en disant à ses collègues: si vous maintenez votre jurisprudence arc-boutée sur la preuve d'une erreur manifeste, alors vous maintenez une jurisprudence irrédentiste. Les mots étaient forts. Alors pourquoi irrédentiste?
Bien, elle dit d'abord parce que vous allez contre le Conseil constitutionnel qui, de façon récurrente et depuis 1986, considère que toute sanction juridictionnelle ou administrative doit faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité qui découle de la nécessité des peines. Elle a été suivie et à partir de 2015, le Conseil d'État a pu déployer son plein contrôle. Alors non seulement donc sur les mesures réglementaires et sur les mesures non disciplinaires, mais aussi sur les mesures individuelles disciplinaires. Il contrôle donc la qualification juridique des faits. Il voit si les mesures qui sont prises par l'administration pénitentiaire sont nécessaires et proportionnées, et il vérifie que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne sont pas par elles-mêmes attentatoires à la dignité de la personne. Il tiendra compte d'ailleurs à cet effet du degré de vulnérabilité du détenu, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, c'est-à-dire mettre en balance les mesures prises par l'administration avec l'état de santé du détenu, avec son âge. Alors ça peut être le grand âge, ça signifie pas que le grand âge est antinomique avec la détention, hein, ça a été jugé par la Cour européenne, notamment dans l'affaire Papon, mais enfin en tout cas il faut en prendre l'âge en considération, le handicap éventuel. On en a parlé ce matin, la difficulté aussi à s'exprimer dans la langue de l'État, sa personnalité, etc. Donc, voilà pour cette première série d'observations. J'essaie d'accélérer un peu. Mais il y a un deuxième problème dont je voulais parler, qui prolonge nos réflexions. Il s'agit du droit au recours effectif. Vous le savez, l'article 13 de la Convention européenne prévoit que les détenus ont droit à un recours effectif, c'est-à-dire à la fois un recours pour mettre fin à des situations inhumaines ou dégradantes d'incarcération, et d'autre part pour réparer, le cas échéant, compenser le préjudice subi. Et la Cour européenne nous dit que les deux types de préjudices doivent coexister de façon complémentaire. Elle a rappelé cela dans une décision de 2020, JMB et autres, qu'on commence maintenant à bien connaître. Alors d'abord, premier type de recours, le recours préventif pour faire cesser les atteintes à la dignité humaine. La France disposait d'un panel, d'un mécanisme juridique, et le juge administratif était la cheville ouvrière de ces dispositifs à travers le référé dans ses différentes déclinaisons: référé liberté, référé suspension, référé mesure utile, référé réexamen, référé provision. Mais outre les conditions limitatives de mise en œuvre de ces mécanismes, le juge des référés n'intervenait que si des mesures utiles pouvaient être prises à bref délai. Alors, c'était le cas quand il s'agissait d'ordonner la dératisation de la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, ou bien pour favoriser l'accès à des produits d'entretien dans les cellules, à des draps ou à des couvertures propres, mais pas pour des travaux de réfection plus longs et coûteux à réaliser, même si, par exemple, ces travaux permettaient le respect d'exigences de sécurité, de salubrité ou d'intimité. Ont donc été rejetées des demandes de mesures d'ordre structurel ou portant sur des choix de politique publique insusceptibles d'être mis en œuvre rapidement. C'est ce qui s'était passé dans l'affaire de la maison d'arrêt de Nouméa. Ces mesures faisaient pourtant partie des recommandations de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, mais évidemment, elles impliquaient des investissements, alors je ne dirais pas lourds, enfin des investissements. La restructuration, par exemple, de la cuisine qui n'était plus aux normes de sécurité, de la cour de promenade, ou même des recrutements de conseillers d'insertion, de probation. Donc évidemment, là, il s'agit d'une politique de ressources humaines, et le juge administratif considère qu'il n'a pas à se substituer à l'administration publique. Il intervenait dans le fonctionnement, lorsque le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire
ou des mesures particulières prises à l'égard d'un détenu affectent de manière caractérisée sa dignité dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, notamment dans le cas de certains régimes de fouille. Mais la marge de manœuvre est importante. Je prendrai l'exemple, on pourrait en prendre beaucoup, mais l'exemple de la maison d'arrêt de Nîmes, puisqu'on en a parlé ce matin, même si ça nous éloigne un peu de l'outre-mer. L'absence de cloisonnement des toilettes du sol au plafond, alors qui est justifiée évidemment par la nécessité de surveiller la cellule, on comprend bien, n'empêche pas l'intimité des détenus, dit le Conseil d'État, puis tout en ajoutant quelles que soient les regrettables conséquences que ce dispositif entraîne. Bon, c'est un arrêt de 2015, OIP et Ordre des avocats du barreau de Nîmes. Enfin, le juge administratif se refuse traditionnellement à ordonner à l'administration de prononcer des mesures réglementaires, y compris d'organisation d'un service. De fait, il n'était pas possible, dans ces conditions, de protéger les détenus des conditions attentatoires à la dignité du fait de la surpopulation et des conséquences sur le quotidien carcéral. Le juge administratif des référés ne peut que prononcer des mesures ponctuelles susceptibles d'agir à très bref délai sur le risque à neutraliser et non des mesures d'ampleur visant à résoudre un dysfonctionnement complexe et structurel. Après la condamnation de la France pour défaut de recours effectif en 2020, et vous voyez que ce qui est en ligne de mire, c'est la pratique du référé administratif français. Le Conseil d'État a considéré, avec un brin de malice d'ailleurs, qu'il n'appartenait qu'au législateur d'en tirer les conséquences. Je passe sur ce qui s'est passé au niveau de la Cour de cassation du Conseil constitutionnel. J'en parlerai évidemment dans ma contribution écrite. Et c'est donc le législateur qui a pris le relais avec la loi du 8 avril 2020 qui du coup attribue au juge judiciaire, c'est-à-dire soit au JLD, soit au JAP pour des détenus qui ont fait l'objet d'une condamnation, le pouvoir de faire cesser des conditions de détention indignes. Mais ça, je pense que on va continuer à en parler. Le deuxième type de recours a une vocation compensatoire. La Cour européenne considère que lorsque le recours préventif est inapproprié, par exemple en raison de la brièveté du séjour dans des conditions dégradées, le recours compensatoire doit permettre de réparer le temps passé dans des conditions inhumaines ou dégradantes. Toutefois, j'en ai parlé dans l'introduction de mon propos, le juge administratif français est resté longtemps hermétique aux actions en réparation des détenus en exigeant d'eux qu'ils prouvent une faute lourde de l'administration. Lorsque le préjudice trouvait sa source dans l'organisation des locaux du service médical, c'était une chose. Là, on acceptait le principe d'une faute simple, mais pour le reste, il fallait démontrer que l'administration avait fait preuve de grande négligence alors que le préjudice était suffisamment prévisible. On voit la difficulté à rapporter la preuve de la faute lourde dans ces conditions. Et même depuis que le Conseil d'État a renoncé en 2003 à abandonner le principe de la faute lourde, avec l'arrêt Chabat de 2003, il est parfois, dans la pratique, tout aussi difficile d'apporter la preuve d'une faute simple que d'une faute lourde. Le juge peut en effet refuser d'imputer à l'administration pénitentiaire une faute en fonction de la position du médecin psychiatre, par exemple, ou du service médical, ou en tout état de cause, en fonction des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire. En revanche, lorsque l'atteinte à la dignité du détenu est avérée, le Conseil d'État considère que celle-ci engendre par nature un préjudice moral sans que la victime ait besoin d'en établir l'existence. Le juge administratif reste cependant parcimonieux dans la fixation du montant de la réparation. La France a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020 dans l'affaire Barbotin pour le montant dérisoire des indemnités allouées aux détenus. En plus, dans l'affaire Barbotin,
non seulement le détenu avait eu une indemnisation symbolique, mais en plus on avait mis à sa charge les frais d'expertise qui lui avaient permis de démontrer le caractère dégradé de ces conditions de détention. Alors, c'est sûr que comme quand il y a l'intervention, une tierce intervention dans un dossier, par exemple du contrôleur général ou bien de la commission consultative des droits de l'homme, comme ça a été le cas dans l'affaire de Nouméa que j'ai évoquée tout à l'heure, dans l'affaire Yengo, c'est plus facile de démontrer les faits quand à Nouméa, la contrôleur générale dit que la situation est insoutenable. C'est difficile de dire que les faits ne sont pas avérés, mais ça n'est pas toujours le cas, c'est pas dans tous les dossiers que les choses se passent ainsi. En conclusion, que retenir de ces évolutions? D'abord, qu'en dépit des mises à niveau spectaculaires des jurisprudences européennes et nationales qui approchent d'une certaine forme de maturité et d'une plus grande stabilité, le respect de la dignité des personnes privées de liberté va rester pendant un certain temps encore un droit en construction, ne serait-ce que parce que la notion métajuridique de dignité est évolutive. C'est un signifiant flottant, disait notre collègue Olivier Kella. Et au fond, peut-être tant mieux, si on avait une définition très précise de la dignité, on aurait aussi des conditions. Toute définition implique des conditions et on veut probablement que la dignité soit inconditionnelle et inconditionnée. De sorte que, et c'est ma dernière observation, la question de l'indignité de la condition carcérale ne peut pas se jouer que dans les prétoires. On ne peut pas attendre du juge, et le Conseil d'État l'a rappelé en 2020, qu'il se substitue à la représentation nationale. Christine Lazerge nous rappelait ce matin que la prison était un miroir déformant de la réalité sociale. On a bien vu en Polynésie qu'une condamnation de l'État pour des conditions dégradées de détention à Nutania avait suscité, par exemple, la réprobation de la presse locale et des réseaux sociaux qui se sont insurgés contre cette condamnation par le tribunal administratif, en considérant qu'après tout, l'humiliation que pouvait subir un détenu en prison faisait en quelque sorte partie du package de la peine. Il faut donc que la société s'approprie ce débat et considère que toute personne, même privée de liberté, est membre de la famille humaine et que sa dignité, pour reprendre la formule de la Cour européenne des droits de l'homme, reste la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme. Je vous remercie.